Eh ben, on se retrouve pour ce dernier numéro de Ça roule Quentin de l'année. Voilà, on est plus qu'à quelques jours du nouvel an. On a Eh oui, fête de famille, fête de Noël qui sont bien passées, j'espère pour toi, Quentin. très bien Eric, merci. J'espère que pour toi aussi, tu vas passer un très joyeux Noël. Et j'espère que pour vous aussi, ces fêtes se sont très bien déroulées. On l'espère également pour vous, effectivement. Allez, pour ce dernier numéro de Ça roule Quentin, c'est parti. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence, Présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Allez, pour les petites actions, on va commencer par cette histoire insolite. Bon, ça remonte un peu, c'était mi-décembre, vous l'avez sans doute entendu parler. C'est cette voiture qui a plongé dans une piscine, j'en dis avec un peu d'humour parce que plus de peur que de mal, mais histoire quand même assez insolite de ce véhicule qui est tombé dans la piscine municipale de La Ciotat. D'après les sapeurs-pompiers, le SDIS des Bouches-du-Rhône, la conductrice, qui est une femme de 38 ans, elle a percuté le grillage autour de la piscine et puis la baie vitrée dans un grand fracas. Elle s'est engagée dans la piscine même. Elle a terminé sa course dans le bassin de 25 mètres. Et il y avait encore des nageurs dans le bassin à ce moment-là. Il y avait aussi des maîtres nageurs qui se sont précipités dans l'eau pour secourir la conductrice et sa passagère qui était une petite fille de 5 ans, comme nous le raconte Claire Rivière, également journaliste à la Provence, qui a couvert cette affaire à La Ciotat. Ils ont réussi à sortir d'abord la conductrice, qui était la maman, et ils se sont aperçus qu'il y avait aussi une petite fille de 5 ans qui était à l'arrière. Et donc là, ils ont commencé à essayer d'ouvrir la porte arrière. Ils ont eu beaucoup de mal. Et en plus, la voiture, comme il y avait de plus en plus d'eau qui était en train de rentrer dedans, la voiture a commencé à couler. Et donc, ils ont réussi à ouvrir la porte arrière. Mais là, ils ont eu un problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à enlever, à détacher l'enfant du siège bébé. Et donc, du siège auto, pour enfants. Ils ont un peu galéré et la voiture a coulé pendant ce temps-là et donc la petite fille a dû faire peut-être 10 secondes d'apnée avant qu'on réussisse à la détacher du siège et à la sortir de l'eau. Mais voilà, par chance, personne n'a bu la tasse et tout le monde était indemne. Allez, on continue les petites actus de Ça roule Quentin avec cette information concernant le nouveau TGV Paris-Marseille, parce que voilà, il va être renouvelé, mais du retard en perspective. C'est ça, alors c'est le nouveau TGV tout court en fait qui sera déployé aussi ailleurs en France, mais ça concerne évidemment l'axe Paris-Lyon-Marseille qui est sans doute l'axe TGV le plus important de France. Ce nouveau TGV qui s'appelle TGV M, il devait arriver début 2026, ça sera finalement le 1er juillet. La SNCF a annoncé mi-décembre qu'il y aurait 6 mois de retard. D'accord, on a eu pourquoi ce retard dans la conception, enfin dans la finition Retard de livraison de la part du constructeur ferroviaire Alstom. Le patron de la SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a aussi souligné des délais d'homologation. Alors il avait déjà du retard, ce train, en tout et pour tout, il aura 2 ans de retard. Voilà. Il devait à la base être lancé sur les rails pendant les JO 2024. Ah oui, en effet. Ce nouveau TGV, tu as pu le voir déjà, qu'est-ce qui va changer réellement par rapport au TGV existant? Est-ce que on a déjà des premières indications? Alors moi non, je n'ai pas encore pu le visiter. Par contre, j'ai vu des images qui ont été dévoilées en mars dernier. Il s'annonce entièrement revu déjà en matière d'habillage, un peu plus design, disons, avec notamment une fameuse lampe jaune, vous verrez, qui est la caractéristique des carrés maintenant. Et puis voilà, une seconde classe reconnaissable avec une couleur bleue, des prises individuelles à chaque place, une mini tablette déployable au dos des sièges, des supports pour poser son téléphone, et plus d'espace aussi, 5 cm d'espace au genou supplémentaire. En première classe, le confort sera d'autant plus revu. Et plus vraiment de wagon-bar, mais un espace de restauration désormais sur 2 étages, des rames évidemment climatisées et plus de rangement pour les bagages aussi. Donc livraison prévue pour 2026. Du partage de la place dans le TGV au partage de la route, il n'y a qu'un pas, car tu as étudié, tu t'es renseigné sur une étude qui concerne le partage de la route en Provence sur tout type de transport, trottinette, voiture. De chiffres assez intéressants sur le fait qu'on se méfie, j'ai l'impression, toujours des autres.
Oui, ce mois-ci, la fondation Vinci Autoroute a publié une nouvelle édition de son baromètre du partage de la route. Il est toujours intéressant ce baromètre à scruter puisqu'il nous apprend certaines choses sur les pratiques des usagers de la route en Provence. Alors j'ai obtenu des chiffres pour le quart sud-est de la France, ils incluent plusieurs régions. On y apprend notamment que 97% des usagers de la route craignent le comportement à risque des autres. En fait, tout le monde a peur C'est ça, de, on se de- méfie. de son Voilà, prochain, c'est quoi, toujours les autres. concrètement. Ouais. Alors, il y a plusieurs comportements qui reviennent. Chez nous, par exemple, 61% des automobilistes ne mettent pas leur clignotant. 65% des cyclistes déclarent qu'il leur arrive de circuler sur le trottoir. 75% des conducteurs de deux roues motorisés se garent, enfin, disent se garer en tout cas sur le trottoir. Et chiffre assez édifiant, je trouve, 78% des piétons à Marseille et à Aix disent avoir déjà été frôlés par un vélo. Puis alors pour les piétons, ils sont quand même beaucoup, 58% à utiliser leur téléphone en marchant, 77% à traverser en dehors du passage protégé alors qu'il y en a à moins de 50 mètres. Donc voilà, tout le monde, je pense, Tout cette le monde étude le raison. révèle, tout le monde doit peut-être revoir un petit peu ses comportements pour plus de sûreté sur la route et moins d'accidents en Provence. Et comme le dit l'étude, pour un meilleur partage. Merci pour ces petites actus, Quentin. On passe au dossier du jour. Le dossier du jour, c'est une longue interview que l'on a pu retrouver dans la Provence, hein, parce que tu es allé à Paris, tu es allé à la rencontre du ministre des Transports, En Philippe effet. Tabarot. Beaucoup de sujets abordés, beaucoup de thématiques de transversales aussi avec le ministre. C'était un rendez-vous assez important, notamment avant le vote du budget, parce que voilà, il est pour présenter la loi de financement sur le transport. Il a pu te donner en avant-première quelques explications. Oui, alors il y a le vote du budget en effet, et puis il y aura en début d'année 2026 une loi cadre sur le financement des transports que Philippe Tabarot, donc ministre des Transports depuis à peu près un an désormais, et qui est d'ailleurs originaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, défend. Cette loi, elle doit notamment mettre en place un fléchage des recettes des concessions d'autoroutes vers les autres réseaux de transport. Alors il y Alors, aura peut-être avant, loi cadre, financement, transport, en gros, c'est le budget qui va être alloué pour les différents transports, que ce soit routier, ferroviaire, c'est un peu ça l'idée? Si on résume. C'est plus en fait déterminer les investissements qui seront faits dans les années à venir dans le secteur des transports. En fait, c'est cadrer les choses pour s'assurer que tout soit bien financé et qu'on n'ait pas un manque d'investissement, par exemple sur le réseau ferroviaire, et que celui-ci du coup se dégrade. Alors pour mieux comprendre l'esprit de cette loi qui va faire l'actualité début 2026, je vous propose d'écouter le ministre des Transports que j'ai enregistré lors de notre interview. L'idée principale de cette loi, c'est que l'argent qui est prélevé sur les transports puisse revenir au transport. Un. Et deuxièmement, que ce soit sous forme de solidarité, que des modes de transport qui ont des recettes importantes puissent aller en solidarité sur des investissements, sur des infrastructures qui n'en ont pas suffisamment. L'exemple concret, les autoroutes en France, fin des concessions environ de 7 à 14 ans à venir, bien terminer ces fins de concession, que les concessionnaires puissent faire les investissements indispensables qui sont attendus, mais d'un autre côté, une fois ces concessions terminées, qu'on puisse dorénavant flécher les recettes, notamment des péages autoroutiers qui sont de l'ordre de 15 milliards en France, les flécher sur les infrastructures de transport. Bien sûr autoroutières, pour décarboner la route, pour heu, continuer à entretenir et à faire qu'on a parmi les plus belles autoroutes d'Europe, mais également les routes nationales, les routes départementales qui ont besoin d'investissement, qui manquent d'investissement, et enfin les infrastructures ferroviaires. On a un réseau important en France de 28 000 kilomètres qui doit être le deuxième réseau de mémoire en Europe ferroviaire, et on a un réseau ferroviaire qui est vieillissant, qui a pratiquement 30 ans de moyenne d'âge, et qui, si il ne reçoit pas des investissements conséquents chaque année, environ 3,2 milliards en ce moment, mais si on ne monte pas rapidement à 4,5 milliards, il va se paupériser, on va être amené à faire des ralentissements, à fermer des lignes, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est l'idée principale de cette loi cadre.
Philippe Tabarot, ministre des Transports. Au cours de cette interview, Quentin, tu as pu aborder différents thèmes. Outre la loi de financement cadre pour les transports, tu as pu aborder certaines thématiques assez d'actualité, notamment les airbags Takata. Et oui, Eric, puisqu'il y a eu 2 nouveaux morts liés à ces fameux airbags dangereux ces dernières semaines. Et donc forcément, le ministre a été contraint de prendre des mesures. À partir de janvier 2026, les véhicules qui sont déjà soumis à un rappel immobilisant, on appelle ça un stop drive, et qui passeront en contrôle technique sans avoir changé leurs airbags, seront obligatoirement soumis à une contre-visite. Procéder au remplacement. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce qu'il a annoncé, en effet. Et puis, je l'ai interrogé donc, lors d'une interview sur combien d'airbags avaient été remplacés, combien restait encore à changer. Et on a aussi parlé des sanctions qui seront appliquées à certains constructeurs qui n'ont pas joué le jeu pour remplacer en temps et en heure les airbags et éviter de nouveaux accidents. À l'occasion de cet entretien de plus d'une heure avec le ministre des Transports, tu es revenu sur une actualité de notre région, et notamment sur la liaison Est-Ouest du côté d'Avignon, une liaison qui avait fait récemment la une de l'actualité, et il s'est exprimé sur le sujet. C'est ça, le ministre était venu en novembre à Marseille signer, on en a parlé dans le podcast, un avenant au volet mobilité du contrat de plan État-région. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce terme complexe, mais en gros 1,8 milliard d'euros pour les mobilités en Provence avait été annoncé. Et ce document excluait complètement la liaison Est-Ouest d'Avignon, dont la deuxième tranche reste à construire. Et ça avait créé la polémique à l'échelle locale, puisque la maire d'Avignon, Cécile L, avait pointé la responsabilité de l'État dans l'échec du projet. J'ai donc interrogé le ministre des Transports là-dessus pour le faire réagir. J'engage l'État dans des contrats de plan quand je sais que les sommes vont être engagées, sinon c'est de l'habillage politique, c'est de faire plaisir aux uns aux autres. Là, je savais très bien qu'encore ces crédits ne seraient probablement pas consommés parce qu'on n'avait toujours pas trouvé le consensus politique. C'est pas pour autant que je ne considère plus qu'il n'y a pas de problème de désenclavement d'Avignon. Dossier sans doute à suivre sur cette liaison Est-Ouest du côté d'Avignon. L'intégralité de cette interview est à retrouver sur laprovence.com. Une fois n'est pas coutume, on va terminer cet épisode de Ça roule Quentin, le dernier de l'année, encore une fois. On n'est pas encore presque à dire bon boudin. Je sais que tu tiens. Mais ça me tient à cœur de vous le dire en fin d'épisode. Donc un peu de patience, on y est presque. On termine par l'essai d'un véhicule. On a fait le teasing dans le précédent épisode en vous disant qu'on était sur un essai d'un véhicule allemand du côté des SUV. Et ce véhicule, c'est le Volkswagen T-Roc, tu prononces très bien, que j'ai aussi essayé du côté de Lisbonne, encore une fois, nouvelle place forte des essais automobiles pour il y a une explication les journalistes ou pas? Non, il fait beau, c'est joli. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ils choisissent. Oui, alors un beau temps, les confrères qui ont essayé le T-Roc 2 jours avant moi ont eu de la pluie non-stop. Ouais. Moi j'ai eu beau temps. Bon, très bien. Vous le verrez sur les photos qui sont publiées sur le site de la Provence. Et c'était des conditions parfaites pour essayer ce nouveau T-Roc qui est le deuxième modèle le plus vendu par Volkswagen en France quand même. Derrière quoi, la Golf, j'imagine? Derrière la Polo. La Polo. Ouais. Ah oui, c'est la Polo qui est la plus vendue du côté de Volkswagen. Le T-Roc par contre est un cousin en fait, c'est la version SUV de la Golf finalement quand on y réfléchit. Ouais. Mais il est un peu plus grand qu'une Golf évidemment. Désormais il se rapproche juste du Tiguan avec 4,37 m de long, donc 12 cm de plus qu'avant, c'est quand même conséquent. Et cette hausse elle augmente son empattement, vous savez, l'espace entre les roues avant et les roues arrière, et ça lui permet d'offrir plus d'espace en fait pour les jambes des passagers qui s'installent à l'arrière, et d'augmenter le volume de son coffre. Il atteint 475 litres. C'est 30 de plus qu'avant. C'est plutôt conséquent et intéressant pour les familles. Ouais, donc un T-Roc plus grand. Niveau design, niveau visuel, qu'est-ce qui t'a marqué dans le design de ce T-Roc? Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'avant comme à l'arrière, il intègre désormais des bandeaux lumineux. C'est la toute dernière nouveauté sur les voitures neuves. Les phares et les feux se rejoignent dans une fine bande LED qui fait toute la largeur de la voiture en fait. Et désormais, les logos Volkswagen au milieu de ces bandeaux sont aussi illuminés. Donc voilà, petit détail. Coquetterie de designer, mais qui est jolie. Qui plaira certainement, d'autant plus que quand on déverrouille la voiture, il y a une animation des phares. Donc voilà, c'est très moderne. D'accord, donc ça c'est le design à peu près de ce T-Roc que tu as essayé donc sur les routes lisboètes. Niveau conduite, quelle sensation, quel ressenti as-tu? Alors niveau conduite, c'était peut-être un peu la déception pour le moment. Alors
On a testé ce T-Roc en version micro-hybride, donc c'est pas une hybridation aussi poussée que la Clio dont on vous parlait lors du dernier épisode. Il y a quand même un petit peu d'hybridation pour surtout réduire les émissions de CO2 et donc le malus qui est appliqué à l'achat de cette voiture neuve. Mais pas assez à mon goût pour réduire la consommation de carburant. Alors Volkswagen promet des chiffres que je trouve un petit peu ambitieux, entre 5,6 litres et 6,2 litres au 100 km. Personnellement, en conduisant tranquille, tu l'as dit, autour de Lisbonne, j'ai constaté une consommation de 6,4 litres au 100 km, voire plus de 7 litres quand on s'insère sur l'autoroute. C'est un véhicule d'un certain poids. Est-ce qu'on le ressent au niveau de la conduite? Est-ce que tu as soulevé le véhicule? Non, pas vraiment, parce que alors j'ai essayé, mais bon, j'ai pas assez poussé à la salle, Eric, pour y arriver. Non, blague à part, on ressent pas tellement une tonne 5 presque de ce SUV parce qu'il a une direction vraiment super légère, c'est vraiment super en ville parce que il est très très maniable dans les parkings étroits. J'ai pu l'essayer, c'est bien pratique, mais par contre sur la route à plus haute vitesse, ça le rend assez peu précis. Bon, c'est pas une voiture de course, on n'attend pas qu'il ait une précision extrême, mais je pense que ça aurait été un bon point d'en avoir, que sa direction soit un peu plus précise. Tu l'as dit, malgré son grand empattement, une maniabilité assez appréciable sur la route, sur les longues distances. Qu'est-ce que tu en penses, que on est sur une voiture routière, comme on dit? Oui, voilà, il est plutôt agréable à conduire. Après, il est plutôt confortable même, assez feutré, je dirais, avec des suspensions qui gomment bien chaque aspérité de la route. Je l'ai senti aussi bien sur autoroute qu'en ville. Par contre, le confort, l'insonorisation est moyenne, je trouve. Au-dessus de 110 km/h, on commence à avoir des bruits d'air assez intrusifs. Ça m'a marqué. Sur d'autres voitures, ça me marque moins. Ici, je me suis fait la réflexion. Ouais, parce que on est sur un véhicule plutôt comment, moyenne gamme, haut de gamme? Comment tu la qualifies, cette voiture? Ça reste l'entrée de gamme de Volkswagen. En termes de prix, on est à 29 990 €. C'est d'ailleurs moins cher que l'ancien T-Roc en entrée de gamme. C'est assez rare pour être souligné. Ils ont baissé le prix par rapport à l'ancien modèle de 2000 €. Il est à peine plus cher par exemple qu'un Renault Symbioz qui est son concurrent français en SUV compact. Par contre le modèle d'essai qu'on a eu qui était une finition haut de gamme Airline, lui était beaucoup plus cher, à partir de 42 500 € hors option. Ouais, parce que le double, enfin pas encore le double, mais bon, ouais, effectivement plus de 12 000 € d'écart entre l'entrée de gamme et il y a Volkswagen oblige une pléthore d'options si vous voulez avoir le véhicule tout équipé, notamment une suspension adaptative qui est censée améliorer le confort et qui je crois coûte pas loin de 2000 € pour avoir ça en plus. Est-ce qu'il y a les options qu'on active en fonction des abonnements? Est-ce que c'est lancé ou pas? Bonne question. Je ne crois pas que Volkswagen... C'est une nouvelle tendance, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. C'est vrai que ça ferait un bon sujet, bonne idée Eric, mais je n'ai pas l'impression que ce soit proposé. En tout cas, j'ai un peu fouiné dans l'écran tactile, je n'ai pas trouvé d'option à activer. Écran tactile que j'ai d'ailleurs trouvé assez complexe à utiliser en roulant sans quitter la route des yeux. On peut quand même mettre des raccourcis en haut, comme sur une vraie tablette tactile finalement, hein. Mais un peu complexe et manque parfois de fluidité. Et puis dernière précision Eric, ce T-Roc il sortira en véritable hybride à partir de septembre 2026, donc un moteur hybride un peu plus poussé qui devrait permettre de moins consommer de carburant. Bon, par contre ça devrait s'en ressentir sur le prix et le faire grimper un petit peu. En effet, bon, on verra bien à ce moment-là la sortie du prix. Merci Quentin. Merci Eric pour ces premiers mois de Ça roule Quentin ensemble. J'ai été ravi de partager ces premiers épisodes avec toi et puis je te donne rendez-vous en 2026 pour continuer à parler de transport, de mobilité en Provence avec toi et avec vous, chers auditeurs. Écoute, plaisir partagé. J'espère que vous aussi vous prenez plaisir à nous écouter. Je vais te laisser le mot de la fin, hein, Quentin, parce que voilà, on est c'est bon boudin, bien sûr. J'adore cette expression, donc voilà, bon boudin à toi Eric. Bon boudin et à vous. À toi aussi et à vous. Merci. Ciao.